Yo. Et on débute cette prochaine conférence. On a déjà eu donc une conférence à 13 h. C'est la conférence de 14 h 30. Je pense que vous l'attendez toutes et tous. C'est une conférence 100% féminine. Je suis ravie d'avoir un plateau féminin. Ça me change depuis ce matin. Moi, je me sens un peu moins seule. On va parler d'un sujet, je pense, qui vous intéresse toutes et tous. C'est le droit et la réglementation. On n'a pas arrêté de dire qu'il y avait pas forcément de réglementation, pas forcément de cadre légal très clair, que tout était un petit peu dans un flou juridique. Donc on va essayer d'apporter des éléments de réponse pour vous, si vous souhaitez vous lancer aussi dans l'univers du CBD avec mes trois invités. J'accueille Ingrid Meton, avocate du cabinet Chango. Bonjour. On a un petit souci de micro. Reparlez dedans, ouais. Marche pas. Le tien marche? Il marche celui-là? Oui. Il est allumé le vôtre, je vérifie juste. Ouais, pourtant il est allumé. Si on peut venir changer le micro d'Ingrid et après comme ça on commence la conférence. Petit souci technique. Oui, je vais voir. Ah oui, c'est bon. Alors Ingrid Meton, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Ingrid Meton, je suis avocate au barreau de Paris. Je suis associée fondatrice du cabinet Chango Avocat. Je travaille dans le CBD depuis que je suis avocate en fait. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui, très ravie de voir qu'il y a maintenant des salons comme ça qui peuvent se tenir à Paris, parce que très franchement, il y a 8 ans, on n'en était pas du tout là. Un peu déçue qu'on doive encore faire un point sur la réglementation du CBD et que je sois encore obligée de vous dire que ce n'est pas très clair. À mon cabinet, on a apporté la fameuse question préjudicielle qui a permis de faire autoriser le CBD en France. Et notre cabinet Chango maintenant est spécialisé dans l'accompagnement de tous les business qui sont liés au chanvre et au CBD. Je tiens à le préciser parce que souvent on pense qu'on va voir les avocats que quand on a des problèmes, que quand on a un problème avec la police ou les douaniers. Moi je rappelle que maintenant que le business du CBD est quand même légal, je recommande de toujours prendre attache avec un avocat en amont pour être sûr qu'on est bien dans les clous, pour être sûr qu'on fait les choses bien. Ça évite les problèmes par la suite et c'est très important. C'est bien de le préciser. On en a parlé dans la conférence précédente, justement. Une personne était venue voir un avocat avant de se lancer, simplement pour avoir les bonnes informations. Donc, c'est important de le rappeler. Émilie Boyer, vous êtes avocate au barreau de Carcassonne. Je vous laisse vous présenter également. Oui, donc je suis en effet avocate au barreau de Carcassonne. Je suis également donc, adhérente et expert droit à l'association Norme, qui est l'association française pour la légalisation du cannabis. Donc, donc la légalisation de l'intégralité de la plante, dans tous ces cannabinoïdes, le THC et le CBD. Mais là, on va surtout parler de la réglementation donc, du CBD, qui aujourd'hui est très en zone grise et qui nécessite donc, par les personnes d'avoir recours à un conseil pour arriver à s'en sortir dans une réglementation très peu claire. Voilà. Merci. Et Lorenza Romanese, directrice EIHA, c'est l'association du chanvre industriel. Merci de votre présence, je vous laisse vous présenter également.
Bonjour à tout le monde, je m'appelle Lorenza, je suis effectivement la directrice de l'EIHA. C'est l'association européenne qui représente trois typologies d'acteurs dans la filière. C'est ceux qui produisent les chanvres, ceux qui transforment les chanvres et les traders, donc ceux qui commercialisent en bulk des produits. Nous représentons 26 sur 27 États membres pour un total d'un peu plus de 300 adhérents. On est une association qui fait du lobbying à Bruxelles et nous sommes un team de 4 personnes. Et nous nous occupons de toute la plante, de la racine jusqu'à la fleur, y compris la fibre. Donc nous sommes actifs dans la construction, dans la transformation en textile, dans les compléments alimentaires, dans la nourriture et dans les compléments pour les animaux également. Très bien, merci beaucoup pour votre présentation. Je vais commencer cette conférence avec Ingrid pour refaire, parce qu'on l'a peut-être déjà fait, mais c'est important de le rappeler, un état des lieux de la situation française concernant cette réglementation. Alors la réglementation a été extrêmement floue pendant des années. Il y avait, en France, nous avions uniquement des règles donc, qui découlaient des normes européennes qui concernaient juste la culture du chanvre et l'exploitation uniquement de la fibre. La réglementation était prévue pour ça au départ et les entrepreneurs du chanvre et du CBD s'en sont emparés pour l'étendre et pour en faire autre chose. Et c'est sur cette réglementation qu'ont commencé à se développer les CBD shops et ces business. Il y a eu une bataille juridique qui a duré des années et au final, ce sont les juges qui ont dû dire aux autorités françaises maintenant on arrête. Voilà, maintenant on va se calmer. Nous sommes allés, donc comme vous le savez, devant la Cour de justice de l'Union européenne. Nous sommes allés devant le Conseil constitutionnel. Alors je dis nous parce que je parle de mon cabinet, je parle des syndicats, je parle des autres cabinets d'avocats. C'est vraiment maintenant une lutte qui est menée par plusieurs acteurs. Devant donc, le Conseil constitutionnel, devant la Cour de cassation, devant le Conseil d'État. Et au final, ce qui en est ressorti, c'est que le gouvernement, les ministères ont été obligés de se mettre à la page, notamment après la décision de la Cour européenne, et d'adopter un nouvel arrêté qui prenait en compte enfin cette filière CBD. Ce nouvel arrêté, ils ont été très gentils, nous l'ont publié le 31 décembre dernier, donc ce qui veut dire qu'ils ont complètement gâché nos vacances, et parce qu'il a fallu évidemment l'attaquer en urgence, parce que dans cet arrêté, il y avait des choses qui étaient satisfaisantes et d'autres beaucoup moins. Cet arrêté posait enfin un taux légal de THC qui peut être présent dans les produits et le fixait à 0,3 et non plus à 0,2. L'État français prenant en compte l'augmentation du taux qui allait venir dans la future PAC. Cet arrêté était intéressant et satisfaisant parce qu'enfin, écrit noir sur blanc, on savait que les extraits de CBD étaient légaux et pouvaient être utilisés. Par contre, il y avait un gros problème, c'est que cet arrêté interdisait la vente de fleurs aux consommateurs. La fleur pouvait être utilisée pour être transformée, pour être vendue entre professionnels, pour en faire ces fameux extraits qui étaient légaux, mais on ne pouvait pas la vendre aux consommateurs. Et sur ça, vraiment, nous sommes tous montés au créneau, nous avons fait une action en urgence, une action en référé devant le Conseil d'État, et le Conseil d'État nous a donné raison. Et c'est un petit peu technique, mais le Conseil d'État a suspendu l'interdiction de la vente. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une fleur dont le statut est en réalité autorisation, puisqu'il n'a rien qui l'interdit. Et on a des règles précises, plus ou moins précises, sur le taux, donc je vous ai dit, légal, est 0,3%. Attendez, mais je vais peut-être attendre qu'on baisse le son. Oui, alors, je sais pas, il y a de la musique derrière, je ne sais pas si on peut un peu baisser, on ne s'entend plus vraiment. C'est pas possible de demander... Oui, on va demander, merci. Donc maintenant, on sait que les produits doivent être issus de variétés listées au catalogue européen, de variétés qui ont un taux de THC stabilisé à 0,3%, et dans le produit fini, le taux de THC doit être de 0,3%. Je sais aujourd'hui qu'il y a un énorme débat sur est-ce qu'il y a un taux sur la fleur. Pourquoi est-ce qu'il y a un débat? Parce que ce que j'ai expliqué, c'est que la disposition qui concernait la fleur de l'arrêté, elle est suspendue aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'elle n'est plus applicable. Donc il y a des gens qui disent il n'y a plus de taux. Voilà, la fleur, on peut la vendre à n'importe quel taux. Moi, je ne vous cache pas que c'est un avis que je ne partage pas, parce que je vois dans la pratique que ce soit les juges, les policiers ou les services douaniers,
transpose le taux écrit, et c'est logique, ce taux de 0,3% pour les produits finis, il le transpose à la fleur. Et l'idée est de dire, en attendant que cette procédure devant le Conseil d'État se finisse, en attendant qu'on sache quelle est la version finale de l'arrêté, on transpose le taux de 0,3%. Donc actuellement, pour le CBD, en résumé, fleur OK, le taux 0,3 et vos variétés doivent être issues du catalogue européen. Ce qui veut dire que si vous avez un contrôle, c'est les trois seules choses qui sont à démontrer. Tout le reste, en fait, n'est pas encadré pour le moment, parce qu'il y a une volonté des autorités, vous l'avez compris, qui est de ne pas poser de cadre clair sur ce business. Et pour les producteurs, alors? Peut-être, voilà. Oui, allez-y. Pour les producteurs, d'abord, il y a deux conditions pour la production en France. C'est d'avoir le statut de producteur au sens de la réglementation nationale et européenne et d'être capable de le prouver auprès des autorités, de garder donc les justificatifs. Oui. D'accord. D'accord. Pardon. Gardez votre... D'accord. D'accord. Donc du coup, il faut garder donc les preuves donc de l'acquisition de semences à 0, donc pour une plante à 0,3% tel que marqué sur les catalogues en question, sachant que la vente des plants et le bouturage sont interdits. Et aussi, ça c'est la partie qui à mon sens a été prise essentiellement pour nuire aux petits producteurs, c'est la réalisation d'un contrat écrit entre l'acheteur et le vendeur comportant la vente de l'intégralité préalable de la récolte avec le montant estimé en quantité et en prix. Ce sont des mesures qui sont, en mon sens, absurdes, puisque pour une personne, avant même la production, c'est compliqué pour elle, surtout si ce n'est pas c'est une petite structure, de savoir combien précisément elle va avoir, à quelle qualité et à quel prix. C'est clair. Merci pour ces précisions. Lorenza, j'aimerais qu'on parle des réglementations aussi pour le commerce du CBD et peut-être avoir un focus avec vous sur les novel foods. Si vous pouviez nous en expliquer un petit peu plus là-dessus. Oui, sure. Donc, les extraits de chanvre et certaines parties de la plante, notamment la fleur, a été considéré par l'entièreté des États membres comme un novel food. Un novel food, c'est un ingrédient, c'est de la nourriture qui est considéré novel parce qu'elle n'a pas été consommée à un niveau satisfaisant. I don't know. C'est satisfaisant avant 1997. Donc, si un produit est considéré du novel food, comment je peux les placer sur le marché? On peut les placer sur le marché si, une fois qu'on a obtenu une autorisation pour les novel food. Qu'est-ce que c'est une autorisation? C'est un morceau de papier qui vous a été donné par l'EFSA. L'EFSA, c'est l'European Food Safety Authority, qui est basée à Parme, en Italie. Et grâce à cette feuille, vous avez pu prouver la sécurité alimentaire de ces produits à certains niveaux sur la base des études toxicologiques que l'entreprise a menées. Une fois que vous avez cette autorisation, vous pouvez les commercialiser en tant que nouveaux ingrédients sur le marché européen. Et quelles sont les grandes différences dans les pays de l'Union européenne à ce sujet? Il n'y en a pas. Parce que normalement, si c'est du novel food en Italie, il est aussi en Espagne et aussi en Portugal. Après, ça reste un peu, ça donne de libre arbitre aux États membres par rapport à leur sensibilité politique autour de cette plante. Donc, on peut imaginer, grosso modo, que les pays du nord de l'Europe ont la tendance à considérer les extraits de chanvre comme l'Europe de l'Est a la tendance à être un peu plus tolérant parce que cette plante n'a jamais quitté les sols de la Roumanie, de la Pologne, de la Bulgarie. Il y a d'autres pays, les pays comme les miens. Je ne suis pas parisienne, hein, je ne sais pas si vous l'avez compris. Donc l'Italie, c'est un pays dans lequel on vend du chanvre, même à un taux plus élevé de THC, parce qu'il y a une autorisation pour la mise en marché de ces produits-là, qui sont plus ou moins légales. Ok, merci beaucoup. Émilie, j'en viens à vous. Vous êtes spécialiste des petits producteurs. Est-ce que la réglementation, elle est plus compliquée pour les petits producteurs que pour les gros, entre guillemets? Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus contraignant. Et en même, je pense que l'interdiction de la fleur, c'était essentiellement pour réserver le marché du CBD aux gros,
puisque seules les grosses structures auront la possibilité, en cas d'interdiction de la fleur, de s'acheter les machines nécessaires à la transformation en liquide, en concentré, tandis que moi, les petits producteurs qui se lancent sur quelques hectares, eux, ce qu'ils vont faire, c'est récolter la fleur et la vendre directement, soit à des shops locaux, soit sur les marchés. Donc évidemment, pour eux, l'interdiction de la fleur, ce serait la mort de ces producteurs-là, clairement. Et comment concrètement vous les aidez, vous? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner peut-être de situations sur des petits producteurs qui ont eu des problèmes avec la loi, ou voilà, que ça puisse parler aussi aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui et qui se lancent ou qui aimeraient se lancer? Alors, disons plutôt qu'il y a deux catégories de producteurs, les prévoyants et les autres. Ceux qui viennent me voir pour me demander une consultation avant d'avoir des problèmes. Et on l'avait dit avec... Voilà, je leur explique les dispositions de l'arrêté, je leur explique qu'il faut rassembler, garder les factures, garder les éléments comme quoi ils sont bien enregistrés comme agriculteurs, faire le contrat écrit et aller voir les autorités, faire patte blanche pour leur expliquer, puisqu'il y a un travail d'explication à faire dans les petits villages, dans les petites structures, qui sont encore, surtout dans le sud, où on est près de l'Espagne, où on est près des zones de trafic très importantes, où on a une politique pénale très, très compliquée. Et après, il y a ceux à qui j'interviens en amont. J'interviens postérieurement, où ils ont eu des soucis, notamment, moi, le plus gros souci que j'ai eu, c'est des soucis de plants qui ont été coupés. Et là, on va voir avec eux, avec les forces de l'ordre, de travailler, de démontrer que la récolte était régulière et voir l'aspect pénal. Ok. Alors, quels sont aussi les risques financiers et pénaux que peuvent encourir les producteurs? Qui voudrait répondre à cette question? Les risques pénaux et financiers. Peut-être Émilie, sur les personnes que vous suivez aussi. Gardez bien votre micro près de la bouche, Émilie, pardon. D'accord, pardon. Alors, la grosse difficulté de cet arrêté, c'est qu'il ne met pas de sanctions en cas de non-respect. Donc, la question est, si jamais, par exemple, la personne ne fait pas le contrat écrit, par exemple, vraiment, la loi n'impose très peu de dispositions, est-ce qu'elle va être considérée comme relevant de la législation des stupéfiants ou comme en infraction à la législation? Et cette absence de sanction, on est dans le flou complet, en fait. Je n'ai jamais eu de procédure pour le moment sur le non-respect d'une simple mesure. Par contre, ça peut être un prétexte à couper les plants si jamais la personne n'était pas entièrement dans les clous, parce que dans le doute, on ne sait pas. Et pourquoi il y a une différence de politique pénale en fonction des régions? Parce qu'on en discutait un peu en off et vous nous disiez à Carcassonne, voilà, on va avoir un peu plus de policiers qui vont venir, mais il n'y aura pas forcément les mêmes sanctions que dans d'autres régions. Pourquoi on voit comme ça une disparité en fonction des régions? Pour moi, c'est la proximité de l'Espagne, parce qu'on est quand même à côté. Les gens, moi, ils sont à 2 heures de route de Barcelone. Ils vont dans des cannabis clubs. Et il y a beaucoup aussi de gens qui font, parce que là-bas, la culture, alors c'est pas légalisé en Espagne, c'est dépénalisé. Ils tolèrent une culture pour sa propre consommation, et donc, chez soi. Sur certaines conditions, ce qui fait que certaines personnes dans les trafiquants vont par exemple louer des appartements là-bas et après ils font pousser et ils ramènent directement en go fast, ce qui fait que les policiers et les forces de l'ordre sont vraiment en mode de lutte contre le trafic. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans l'acceptation de la plante, n'est pas la même mentalité. Ok, je comprends bien. Ingrid, j'aimerais avoir vos conseils pour les boutiques, pour les vendeurs. Qu'est-ce que vous leur diriez s'ils souhaitent ouvrir une boutique de CBD? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Lorsque vous souhaitez ouvrir une boutique de CBD, premier conseil, si vous créez une société, vous ne mettez pas CBD, chanvre, cannabis dans vos statuts. Je rappelle que ce n'est pas obligatoire. Les gens pensent qu'on est obligé de mettre de façon extrêmement précise ce qu'on va faire. Non, vous pouvez faire des statuts très larges, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi je conseille ça? C'est qu'il y a des tribunaux de commerce qui vont stopper l'enregistrement et donc vous ne pourrez même pas enregistrer votre société. C'est quand même dommage. Donc ça, c'est le premier conseil. L'écueil à éviter, ne le faites pas, ce n'est pas obligatoire. Donc ne vous jetez pas dans la gueule du loup dès le départ. Ensuite, par rapport à vos produits, et ça tombe parce que je voulais clarifier un point juridique, en réalité, vous avez 2 types de normes qui s'appliquent. Il y a d'abord ce dont j'ai traité au départ, c'est ce fameux arrêté. En fait, c'est la question de savoir est-ce que vos produits pourront être qualifiés de stupéfiants ou pas. Parce que cet arrêté du 30 décembre dernier, en réalité, il pose les règles qui permettent de dire un produit est un stupéfiant ou pas. Ou si c'est la moins de 0,3 et s'il est issu
des bonnes variétés, il ne sera pas un stupéfiant. Si les critères ne sont pas remplis, il sera un stupéfiant. Et donc là, en réalité, vous vous rendez coupable d'obtention de stupéfiants et vous encourez 10 ans de prison. C'est quand même pas rien. Ensuite, vous avez une autre catégorie de problèmes qui rejoint un petit peu ce que Lorenza a expliqué, c'est toutes les règles qui s'appliquent au type de produit que vous vendez. C'est-à-dire, si vous vendez des produits cosmétiques, vous avez toutes les règles qui s'appliquent aux produits cosmétiques. On ne met pas sur le marché un produit cosmétique comme ça. Il y a des déclarations préalables à faire, il y a des analyses à faire. Voilà, il y a des règles à respecter. Si vous mettez sur le marché un produit alimentaire, il y a aussi beaucoup de règles qui s'appliquent. Il y a notamment la question de la novel food, il y a la question de l'étiquetage de vos produits. Donc en réalité, on n'ouvre pas un magasin CBD comme ça, les produits, on en achète 2, 3, on les met comme ça, non. D'abord, on s'assure que ce n'est pas un produit stupéfiant, et ensuite on s'assure qu'il respecte bien les règles qui s'appliquent à la catégorie de produits. Si vous faites un produit en marque blanche, ça je le rappelle parce que les gens souvent n'ont pas conscience, on me dit mais je peux me retourner contre le fournisseur. Déjà en matière pénale, on se retourne contre personne. Si le produit est stupéfiant, vous êtes responsable directement. Point. Ensuite, si vous êtes en marque blanche, vous êtes responsable de votre produit de A à Z, en réalité. Vous devenez responsable parce que vous apposez votre propre marque. Les gens pensent souvent que le fournisseur sera responsable. Il y a des responsabilités civiles possibles si vous revendez un produit avec une marque. Mais si vous faites votre propre marque, vous êtes responsable de A à Z. Et n'oubliez pas que quand on est commerçant, on est considéré comme un professionnel. Donc il y a toutes les responsabilités de vérification de la sécurité du produit, du respect des normes qui va avec. Donc en réalité, mon conseil, c'est vraiment aller voir un avocat ou aller voir un syndicat en réalité. Parce qu'on pense que c'est simple, on pense que le seul sujet, c'est d'être sûr de ne pas vendre un produit stupéfiant, mais il y a plein d'autres questions qui se posent. Et finalement, vendre du CBD, c'est pas si évident. Et comme vous saurez, en ce moment, il n'y a pas trop de poursuites, parce qu'il y a encore cette procédure devant le Conseil d'État, donc je pense que les autorités elles sont un peu sur la retenue. Mais lorsqu'on va du CBD, lorsqu'on vend du chanvre, on peut quand même être sous le feu des projecteurs des autorités. Donc vous pouvez avoir des contrôles peut-être plus facilement que n'importe quel autre magasin. On vraiment fait tout pour montrer patte blanche. Et il y a un classeur, c'est vraiment pratique, un classeur avec l'ensemble des analyses, l'ensemble des preuves qui montrent que vous avez respecté les règles, par exemple. Et surtout, quand on fait du CBD où le cadre légal est un peu flou, on ne commet pas des petites infractions à côté. Ça, c'est vraiment mon conseil. Parce que sinon, finalement, vous aurez un contrôle par rapport au CBD, vous vous retrouverez me renvoyer au tribunal pour travail dissimulé parce que vous n'avez pas déclaré un salarié, pour consommation de stupes parce qu'il y avait un peu de votre stupe perso dans la boutique. C'est franchement dommage. Moi, ce que je considère, c'est le CBD, il faut en faire. Il faut y aller, il faut avoir le courage, c'est vraiment un business intéressant, un business porteur. Mais par contre, lorsqu'on le fait, il faut faire attention à être clean à 100% parce que sinon, on donne le bâton pour se faire battre. Merci Ingrid. Lorenza, est-ce que vous auriez un message à faire passer pour le public aujourd'hui? N'ouvrez pas de boutique. N'ouvrez pas de boutique. N'ouvrez pas de boutique si votre business n'est pas solide, si vous n'avez pas de l'argent à investir dans des études toxicologiques qui vous permettent d'avoir accès à une application novel food. N'ouvrez pas si vous n'êtes pas accompagné par d'autres professionnels qui testent vos produits. N'ouvrez pas une boutique pour mettre sur le marché des produits qui curent. Moi, j'ai vu des produits anti-cancer, mais c'est une blague. On ne peut pas, c'est illégal. Et quoi dire, vous voulez vendre à des chiens, à des chats du CBD? Ben non, c'est pas légal. Vous voulez vendre des humains? Non, c'est pas légal. Vous voulez fumer? Pour moi, c'est pas légal non plus parce qu'on a la Single Convention. Donc, pour moi, les CBD devraient être plutôt lus dans l'entièreté de la transformation de la plante. Les adhérents qui adhèrent chez nous, c'est des industriels qui produisent la fibre, longue ou courte, et qui, sous les sommités, se trouve une entrée supplémentaire d'argent. Et c'est comme ça qu'on devait l'intégrer pour moi. Aujourd'hui, on est en 2022. Établir un business sur les CBD, c'est se vautrer contre un mur. C'est mort. Le prix du CBD, il est bas. J'ai commencé il y a 4 ans. Les prix étaient différents de ce qu'il est aujourd'hui. On a reçu un mail la semaine passée, 1 kilo de CBD isolat, 200 €. Où est votre marge? Nulle part.
Donc, sorry, je devrais amener des messages plus positifs. Ce que nous faisons au sein de l'EIHA, c'est on a fait les Novel Food Applications pour vous. Vous payez 15 000, 20 000 euros. On vous donne l'accès à nos études toxicologiques à la place de payer 1,9 million tout seul. Donc, pour les gens dans cette salle qui ont 1,9 million, foncez. Faites votre Novel Food Application. Si vous ne les avez pas, vous pouvez vous adhérer à nous. Nous, on l'a déjà terminé. Ok, merci beaucoup. On va passer... Non, une chose peut-être à dire, c'est important, pas tout est perdu. Les cosmétiques est bien légal. On a travaillé avec la Commission européenne. Vous avez 4 produits que vous pouvez mettre dans votre crème. On va les répéter ensemble. C'est l'extrait de la feuille. Je ne peux pas entendre fleur, hein, je dis feuille. L'extrait de la feuille. Les CBD Isola. Les CBG Isola. Et la graine. Ça, c'est légal. Il y a des numéros, ça s'appelle CAS, number. Vous pouvez les utiliser, vous pouvez commercialiser. Autre tuyau, si vous faites des extraits à froid, vous pouvez les vendre comme food, comme de la nourriture, en Irlande aujourd'hui. Ça, c'est une autre chose légale. La graine est légale, à condition que vous checkez bien vos niveaux de THC. Ok, merci pour ces précisions. Merci. Oui, Ingrid, allez-y, bien sûr. Je voudrais rajouter 2 choses. Sur la novel food, il est vrai qu'il y a cette problématique d'autorisation et merci de faire ce que vous faites avec l'EIHA. Après, la question est de savoir comment est-ce que c'est appliqué en France. Parce que oui, c'est pas autorisé, mais pour l'instant, en France, il n'y a pas de procédure. Parce que finalement, c'est pas si clair que ça, et pour l'instant, il n'y a pas de... Ça serait la DGCCRF, la répression des fraudes, qui sera en charge de contrôler. Pour l'instant, ils ne savent pas trop comment faire. Ils commencent à contrôler, ils s'arrêtent, ils ne savent pas trop où aller. Mais il est vrai que peut-être que demain, ils vont se dire, tiens, on va aller massivement contrôler tous les CBD shops, et là, on verra ce qu'ils font. Et pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Les infractions qui pourraient vous être reprochées, ce n'est pas les infractions à la législation sur les stupéfiants. Ce seront des infractions en droit de la consommation, par exemple. Donc là, on a encore plus 10 ans, on a encore... D'ailleurs, ce n'est pas clair quelles sont les infractions pour ne pas respecter la novel food. On encourt quand même des peines de prison, mais ce n'est pas aussi grave. Pour l'instant, on ne sait pas comment l'appliquer en France. Par contre, les retours que je commence à avoir, c'est que, par exemple, les banques ferment les comptes ou empêchent l'ouverture parce qu'ils demandent des précisions sur ça. Là, récemment, apparemment, Visa et Mastercard ont lancé une nouvelle directive qui demande, en fait, alors ça date de 2 jours, qui demande à vérifier que les produits vendus par les magasins ne sont pas des produits alimentaires. Est-ce que ça va perdurer ou pas? Je ne sais pas. Mais donc, en fait, votre problème, ce n'est pas forcément aussi un problème pénal et de police. C'est que le problème, il peut venir d'ailleurs. Il peut venir de la répression des fraudes, il peut venir de votre banque, il peut venir de plein d'endroits qui vont essayer de vous empêcher de faire ce business parce que le cadre n'est pas très clair. Le point que j'ai oublié de dire sur les conseils, c'est que je rappelle que ça, c'est vraiment... sur ça, il n'y a aucun flou juridique. Les allégations thérapeutiques sont interdites. Et les allégations de santé, ce n'est pas la même chose. Une allégation de santé, c'est dire tel produit a un effet général sur la santé. Interdit. Une allégation thérapeutique, c'est dire le produit a un effet sur une pathologie. Par exemple, le CBD soigne le psoriasis, soigne le cancer, c'est interdit. Vous pouvez penser que c'est vrai, vous pouvez venir me voir en disant « Mais maître, il y a 100 000 études qui le montrent », ça reste interdit en France parce que ce n'est pas reconnu. Et là, si vous êtes poursuivi pour ça, vous pouvez être poursuivi pour pratique illégale de la profession de pharmacien. Et si les allégations sur vos produits elles sont aussi claires que ça, clairement, vous serez condamné au final. La France vraiment protège de façon très très forte le monopole des pharmaciens qui sont les seuls qui peuvent vendre des médicaments, seuls les médicaments peuvent avoir de telles allégations. Okay. Alors moi j'ai une question qui me vient aussi parce que tout à l'heure Lorenza vous disiez que le CBD pour animaux n'est pas légal. Alors on a reçu quand même une personne ce matin qui était spécialiste du CBD pour animaux et qui nous en parle voilà, d'une manière tout à fait naturelle avec un développement de nouveaux produits. C'est vraiment illégal en France? Est-ce que c'est légal dans d'autres pays ou c'est illégal partout? Comment il a pu monter son business du coup? On monte des business illégaux. Bah oui, mais il faut le dire, il faut le répéter. L'unique, je veux dire. Je repose la question. Donc, alors. Lorenza, ne vous énervez pas. On recommence pas. Pourquoi on donne les CBD aux chats et aux chiens? Pourquoi? Pour provoquer un effet, j'imagine, non? Imaginons,
on dit que les CBD, ça leur fait du bien parce que ça leur fait pousser les ailes. D'accord? Je donne ce produit parce que je veux voir des ailes sur mon chien. Je veux prouver une fonction. Donc, on n'est plus dans le magic world de la safety, on est dans le world de la fonction. Donc, je donne ça pour provoquer un effet. Ça porte un nom au niveau réglementaire, au niveau européen, c'est un feed additif. Donc, j'ajoute ces produits à mon huile pour les donner au chien parce que je veux les ailes. Je vais prouver l'efficacité. Je les donne pour une fonction. On doit être sûr que ce produit est sûr. Donc, je répète. Point 1. Est-il safe aujourd'hui, CBD, oui ou non? Moi, je ne le sais pas. J'attends les résultats des études toxicologiques. Une fois qu'on sait qu'il est sûr qu'il ne fait pas des effets nocifs à la santé à ce niveau-là, alors on peut passer dans l'étape suivante, c'est-à-dire de déclencher un effet sur les animaux. Comment je produis un pet feed? Normalement, j'utilise un produit auquel j'ajoute, la plupart des fois, du CBD isolat. Je l'ajoute au produit. Donc, on est dans l'ajout d'un produit pour la recherche d'une fonction et il est highly transformed, highly processed, donc hautement transformé. Donc, vous avez les 3 éléments fondamentaux pour tomber dans la bonne catégorie de feed additive. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déposé en Europe un dossier pour prouver que le CBD fait pousser les ailes au chat, au chien? Non. Il a été utilisé? Non. Donc, vous me présentez le monsieur, on en parle. Parce que pour moi, ce n'est pas légal. Mais je vous le mettrai en relation avec le monsieur, effectivement. Mais ok, c'est important de le préciser, parce que c'est vrai qu'on en a parlé ce matin et on n'a pas parlé de la légalité. Donc, oui, c'est quand même quelque chose d'important à rappeler. Est-ce que dans le public, merci mesdames pour toutes ces précisions, on va passer maintenant aux questions-réponses s'il y en a dans le public. Si vous avez des questions, levez la main, n'hésitez pas, on vous fait passer un micro. Vous pouvez poser des questions à nos intervenantes. Oui, alors il y a un monsieur là, devant. On va vous apporter le micro juste derrière. Allez-y, on vous écoute. Oui, allô? Oui. Je voulais savoir quelle était la réglementation en termes de tout ce qui était tisane. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à ça? Ça, c'est une très bonne question et c'est très malin, ça. Parce que pour moi, se poser la question sur la tisane, il faut un peu faire l'excursus législatif d'où vient le blocage, non? Et qu'est-ce qu'on a sur notre tête dans ce secteur? Un texte réglementaire très vieux qui s'appelle la Single Convention de 1961. Et donc ça, c'est un texte qui lie 158 États dans le monde. C'est pour ça que maintenant l'Allemagne elle a du mal à passer la recreational, parce qu'elle doit négocier justement ce texte. Donc allons voir qu'est-ce que nous dit ce texte. Et si nous lisons l'article 28 de la Single Convention de 1961, c'est marqué « les feuilles, ça va », alors qu'elles ne sont pas accompagnées par les flowering tops. Vous m'aidez? Pour la sommité florale. Donc, à mon sens, ce que la France fait aujourd'hui, c'est-à-dire bannir les tisanes, ça, ce n'est pas légal. Sur ça, on devrait parler. Mais est-ce que la France bannit les fleurs et dans la légalité? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour moi, la feuille, c'est une chose qui est légale. Elle est légale clairement en Autriche. Il y a la loi qui définit clairement que l'utilisation de la feuille pour tisane, ça peut faire. Nous, on a un gros membre qui vient de l'Autriche, Sonner, qui a fondé son business sur les tisanes. Entre autres, il y a les chanvres et ça marche très bien, c'est légal. Après, il y a d'autres États membres. Maintenant, je m'en souviens, il y a la Slovaquie, la République tchèque, où ils ont une provision nationale qui permet l'utilisation de feuilles. Donc, pour moi, la feuille, c'est bon. Merci. Ça a répondu à votre question? Oui. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public pour nos intervenantes? Alors, au fond, monsieur, oui, on vous apporte le micro. Bonjour. On nous parle beaucoup du CBD qui est sur la légalité, le THC illégal. Et en faisant le salon et en entendant parler de plus en plus, le HHC, qu'est-ce que c'est? Quelle est la... Ouais, on en a parlé ce matin du HHC. On avait une personne qui était là justement, qui était complètement contre, qui disait que c'était un produit un peu qui lui faisait peur, clairement. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Moi, j'ai beaucoup parlé, non? Non, mais après, vous pouvez prendre la parole, Ingrid. Hein, bien sûr. Non, mais alors, moi, de ce que j'ai compris du HHC, il y a une première chose, c'est qu'il y a peu de personnes qui arrivent à vraiment m'expliquer ce que c'est. Alors déjà, ça, c'est un gros problème.
Parce qu'on me dit, ouais, c'est un dérivé synthétique du THC. Mais dérivé comment? Quelle partie? Comment est-ce qu'on le crée? Voilà, donc ça, c'est déjà très compliqué. Il ne faut pas oublier qu'il y a un arrêté en France qui liste les produits stupéfiants. Dans cet arrêté, il y a le tétrahydrocannabinol. Pas que. Les esters, les éthers, les sels et les dérivés. Bon, moi, lorsque je lis comme ça, je me dis, à moins qu'on m'explique que le HHC ne rentre pas dans aucun de ces dérivés possibles du THC, pour moi, mais ça reste un dérivé, il est interdit. Deuxième critère, de ce que j'ai compris, alors moi, je n'ai pas essayé, hein, c'est psychotrope. Donc, en tant que dérivé, c'est un dérivé d'un produit qui est classé comme stupéfiant, donc il serait lui-même classé comme stupéfiant et il a les effets psychotropes. Je voudrais moi, vraiment, je suis ouverte à ce qu'on m'explique juridiquement de façon implacable que ce n'est pas un stupéfiant. Voilà. Mais vraiment de façon implacable, pas juste mais des théories parce qu'on veut pousser la vente, parce qu'on est quand même ici dans un secteur, on nous explique souvent beaucoup de choses, parce que ça nous arrangerait bien. Voilà. Moi, juridiquement, on vient de m'expliquer que le HHC, vraiment, il n'y a aucun problème. Parce que sinon, vous vendez un produit stupéfiant qui, en plus, est psychotrope. Mais peut-être qu'il y a une sortie, et on va me dire, mais pas de problème, on peut tous aller en acheter là et aller se défoncer ensemble dehors. Hein. Peut-être que c'est possible. Et ne pas finir en garde à vue. Allez-y, oui. Alors, moi, d'après ce que j'avais cru comprendre, alors je me trompe peut-être, puisqu'apparemment il y a un flou, on n'arrive pas trop à m'expliquer, c'est que le HHC serait présent comme cannabinoïde dans la plante, mais naturel, mais à un taux infime. Et qu'en fait, pour pouvoir le vendre à part, ce serait donc un néocannabinoïde réalisé en synthèse. Après, ce qu'il en est, on verra, je pense qu'il y aura des études postérieurement. Donc moi, le fait qu'il soit psychoactif fait qu'en soi, c'est totalement rédhibitoire. Et que voilà, c'est rédhibitoire, c'est pas légal, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous partagez ce point de vue, Lorenza, aussi? Forcément. J'adore la tête de Lorenza quand je pose ce genre de questions. Quelqu'un a des études à m'amener, s'il vous plaît, sur le fait que les HHP fait du bien ou fait du bien à ce niveau, oui ou non? Non. Non. 2. Le monde a-t-il besoin de HHP? Ma che cazzo? Ça vous suffit pas, on a plein de problèmes, on a du novel food, on a du pet food que c'est pas légal, et maintenant on ajoute une molécule qui est un dérivé par décarboxylation d'un psychotrope. Allez. On ne s'en sortira jamais, les gars. On s'en sortira jamais si on continue comme ça. Basta. On l'aura bien compris. Donc, on reste dans le flou là-dessus, en tout cas. Hein, ça, c'est clair. Non, pas dans le flou. C'est que, justement, il n'en faut pas, quoi. Bon, alors, le HHC, si vous avez compris ce que c'était, ne vous lancez pas là-dedans. On va rester dans le CBD. On a déjà des problématiques sur le CBD. Je pense qu'effectivement, ça suffit. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le droit et la réglementation? Oui, allez-y. J'avais une question, c'était pour tout ce qui concernait le e-commerce, donc les expéditions en France métropolitaine d'Om-Tom de colis contenant du CBD. Alors, mais quelle est votre question précisément? En gros, c'est quand on expédie un colis, par exemple une fleur, oui. C'était savoir ce qu'il y avait comme législation autour de ça. D'accord. La seule chose spécifique, je sais, sur certains territoires outre-mer où le problématique qu'on connaît à La Réunion, alors déjà on reste en France, donc la réglementation est la même en France. Je sais qu'il y a des problématiques sur les graines. Parce que notamment à La Réunion, il y a un arrêté spécifique qui interdit l'introduction de graines pour pas que ce soit, pour protéger la biodiversité locale. Sur le reste, c'est les mêmes règles en métropole, à La Réunion et dans les collectivités d'outre-mer. Mais sur le reste, vous pouvez avoir un service douanier qui a comme information que le THC c'est 0 et que la fleur est 100% illégale et qui va quand même faire aller un peu trop loin et aller vous saisir les colis. Moi, je considère toujours qu'il faut quand même contester les saisies. Vraiment, enfin, il ne faut pas se laisser faire parce que lorsqu'on y va, lorsqu'on conteste, on gagne en réalité. Parce que les procédures sont mal faites, parce qu'ils les font comme des cow-boys, ce qu'ils les font comme si on avait un produit stupéfiant, c'est-à-dire ils ne respectent pas les procédures, ils ne font pas les analyses, ils les font mal. Et finalement, lorsqu'on conteste tout ça, ça prend du temps, ça peut coûter un peu d'argent, parce qu'il faut prendre un avocat, c'est vrai, mais on gagne. Voilà. Ok, merci Ingrid. Une autre question dans le public? Ici, ouais, juste au milieu, il y a une question, si on peut avoir le micro, s'il vous plaît. Le micro là, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Bonjour. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne peut pas utiliser des allégations thérapeutiques. Comment on peut
qu'est-ce qu'on peut faire pour dire à nos clients les vertus du CBD sans utiliser d'allégations thérapeutiques? Alors sur ça, moi j'ai une... alors, déjà, on ne peut pas faire grand-chose. Moi j'ai un premier problème, c'est que je trouve qu'on parle beaucoup d'allégations thérapeutiques. Le CBD, c'est magique. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'études déjà françaises. On est mal. Lorenza va s'énerver encore. Non, en fait, il n'y en a pas. Il peut y avoir des études sur les effets vraiment thérapeutiques à l'étranger, mais là, c'est un médicament. Et en fait, je suis désolée, mais c'est souvent pas le produit que vous vendez. Parce que les médicaments, c'est le plus souvent du CBD avec le THC. Je parle des médicaments. Et c'est souvent sur ces produits-là que l'on a des effets. Après, il peut y avoir en effet du CBD. Le CBD concentré peut avoir des effets contre l'épilepsie, par exemple. Mais ça, c'est un médicament. C'est une composition spécifique pour avoir un effet sur une pathologie. C'est un médicament. Donc, en réalité, vous n'avez pas le droit de le dire. En fait, c'est absolument interdit. En fait, il y a en France, c'est pour protéger, pour protéger le lobby des pharmaciens, mais aussi, il ne faut pas l'obliger, pour protéger les consommateurs contre les charlatans. Si vous présentez un produit comme ayant des effets thérapeutiques, on considère que vous vendez un médicament par présentation, que donc vous vendez un médicament et que donc vous pratiquez de façon illégale la profession de pharmacien. Et quand ils disent bien-être, est-ce que c'est souvent ça? Alors, on peut dire par exemple, moi ce que je conseille, c'est de dire que ça peut accompagner votre rituel quotidien, bien-être. Ça peut accompagner votre rituel sommeil. Un peu comme ce qu'il y a sur certaines tisanes, camomille, vous voyez. Et encore, mais les tisanes, il y a des plantes pour lesquelles on a reconnu certains effets sur la santé. Vraiment, vous n'avez pas le droit de dire grand-chose et surtout pas aux clients. Si vraiment vous avez la conviction qu'il y a des effets, que vous voulez le faire savoir, moi je vous conseille d'ouvrir un blog. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui existe en France et en Europe, c'est la liberté d'expression. Si vous voulez vraiment parler de ça, mais ne le faites pas en tant que commerçant, parce que là, on va vous tomber dessus. Vous ouvrez votre blog et vous en parlez. Et vous repostez des études et vous faites des choses. Et vous faites des conférences. Vous en parlez, d'accord? Mais parce que sous le couvert de la liberté d'expression, on peut en parler. On peut dire ce qu'on veut, presque ce qu'on veut. Par contre, en tant que commerçant, vous ne pouvez pas dire que ce produit va vous aider dans votre chimiothérapie. Même si vous en êtes convaincu. Parce qu'en réalité, franchement, le CBD, par exemple, à 10%, moi, j'en sais rien, si c'est le cas. Moi, j'en sais rien. Mais on est là pour protéger le consommateur et ne pas donner de fausses informations. Ok. Est-ce que vous avez une autre question? On va finir s'il y a une dernière question dans le public. Allez-y, oui. Les deux. On prend les deux dernières questions. Allez-y, 2 questions. Oui, c'était juste un complément par rapport à ma question de tout à l'heure. Pour la vente de tisane, hormis des analyses personnelles qui diraient que le produit est conforme aux législations, il n'y a pas de réglementation supplémentaire, il n'y a pas de certificat particulier à apporter. On peut commercialiser des tisanes sur Internet, dans les marchés, ça ne pose pas de problème? Ou il y a quelque chose? Alors, sur le volet purement stupéfiant et la fleur et tout ça, aujourd'hui, en France, l'utilisation de la fleur dans un produit dans une variété de cannabis qui n'est pas psychotrope, elle est possible. Mais ça, je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est ce moment un peu spécifique, là, où le Conseil d'État a suspendu l'interdiction. Donc, en ce moment, mais c'est possible. Après, peut-être que Lorenza, je pense elle aura quelque chose à dire. Moi, je considère, à la lecture de la réglementation Novel Food, que si vous ne transformez pas votre produit, que vous avez une variété qui n'est pas psychotrope, il y a des choses à faire. On peut se défendre. Vous voyez? Donc, moi, je dis que ça peut aller. En ce moment, fleurs, feuilles, mais pas transformées. Je veux dire, vous n'allez pas me vaporiser, mais des cristaux de CBD. Parce que là, c'est de la transformation. Si la matière est brute, telle qu'elle, pour l'instant, pour moi, ça va. Mais peut-être que Lorenza, elle met la vision différente. Oui, non, je suis d'accord. Au niveau international, c'est OK, on a dit. Au niveau européen, je ne vois rien qui l'empêche. Au niveau français, il vient de vous confirmer que l'arrêt est suspendu, donc maintenant, vous pouvez faire. Pour moi, c'est bon. Moi, je ferai. Il faut juste respecter les règles qui concernent les produits alimentaires, c'est vérifier qu'il n'y a pas certains, les métaux lourds, etc. Et avoir le bon étiquetage. Et donc pour ça, c'est des analyses en fait. On fait le produit et on l'analyse soi-même. Et vous analysez, mais vous n'analysez pas que le CBD, le CBG et le THC. Pour la tisane, il faut respecter d'autres choses qu'il faut vérifier dans un produit alimentaire. Mais finalement, c'est assez simple. Voilà. Mais moi, je ne ferai même pas les analyses. Pour vous, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas marqué nulle part. Vous faites des analyses sur une partie qui est légale et qu'on peut vendre. Après, il y a une grosse
tendance à confondre la limite 0,2-0,3 comme la limite légale. C'est pas vrai. France. Vous l'avez écrit. Au niveau européen, c'est juste la limite pour le paiement direct. Oui, c'est en France, ouais, pour le coup. Si après, mais après vous avez dit 0,3. Donc ça veut dire que la 0,3 dans les produits finis, ça veut dire 3000 ppm. Mais c'est nickel, non? C'est beaucoup, hein? C'est énorme. Hein? Bon. Mais ça, c'est marqué dans la loi. Pourrait être plus. On vient tous en France alors. Enfin, Lorenza qui va déménager en France. Merci. Mais c'est très bien, à 3000 ppm, vous vous rendez même pas compte, c'est très très bien. Bah, je le reprécise, ça c'est écrit dans la loi pour être sûr que le produit n'est pas qualifié de stupéfiant. Oui. Ensuite, lorsqu'on a éliminé ça, ensuite s'applique toute la réglementation Novel Food qui, elle, par contre, est une réglementation sur la sécurité des produits alimentaires. Mais ce n'est pas la même chose. Donc par contre, pour ce qui concerne la Novel Food, Oui, mais dans la Allez novel voir, food, ça Lorenza, dépend de la façon dans laquelle vous voulez commercialiser votre produit. Si votre fin est de les vendre sur le marché européen en tant que complément alimentaire, tous compléments alimentaires, que ce soit la camomille, l'ail ou whatever, il doit avoir une mention obligatoire que c'est la TDI, Tolerable Daily Intake. Ça, c'est une chose obligatoire que vous devez faire. C'est-à-dire, lorsque vous vendez un complément alimentaire, l'idée d'un complément alimentaire, c'est que ce produit m'accompagne pour une période de ma vie parce que j'ai une carence. Mais je ne la prends pas tous les jours, 3 fois par jour, comme de la nourriture. Donc ça, c'est une mention obligatoire que vous devez mettre. Et plus les niveaux maximum, comme dans d'autres produits. Hein. Ça, c'est... Quelle est la TDI pour les CBD et les THC? C'est moi qui pose les questions. Non, mais allez-y, oui, allez-y, c'est intéressant. Quelqu'un connaît la TDI, donc les niveaux maximum que je peux prendre du CBD et du THC pour que je ne reçoive pas des effets? Demande. Personne ne connaît cette notion? Non? Non, bah apparemment non. Voilà. Eh ben, moi non plus. Moi non plus. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai investi 3,5 millions d'euros pour comprendre quel est ce niveau. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai massacré 73 rats avec 2 produits pour voir quand il meurt, quand il est affecté, quels sont ses organes affectés. Et à la fin de ces schémas, ben, on connaîtra un niveau qu'on peut donner aux humains sans leur causer un effet. Merci. Dernière question. Je crois que tout le monde, ils sont tous assommés. Dernière question. Oui, allez-y. Après, on repose le cadre, hein. C'est le thème de cette conférence. Donc, on donne toutes les limites et toutes les choses à ne pas dépasser. Et c'est une bonne chose aussi, ça vous recadre et ça vous permet aussi d'aller dans des choses qui ne sont pas dangereuses pour vous. Allez-y. Concernant la vente sur Internet, étant donné que c'est interdit aux mineurs, comment mettre en place, par exemple, quand on vend sur Internet, souvent on va nous demander si on est majeur ou mineur avant de rentrer sur le site. Est-ce que ça, c'est légalement une preuve pour dédouaner le commerçant d'avoir vendu son produit, ou il faut une confirmation, ou il faut supplémentaire pour que ça soit légal de vendre sur Internet? Moi, la question de plus ou moins 18 ans, c'est surtout une question, c'est de l'autorégulation. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de règle qui l'interdit spécifiquement au moins 18 ans, en fait. Puisqu'en fait, comme les autorités, encore une fois, mais je sais que c'est étrange, mais les autorités françaises essaient de bloquer le business et ne veulent pas le réguler. Donc en fait, on n'a pas de règles, ou quasi pas. Donc les gens qui font ça, moi franchement, je le recommande à mes clients. Mais c'est plus de l'autorégulation, c'est pour montrer patte blanche, mais c'est pour dire moi je fais attention, voilà. Mais il n'y a pas de règles. En fait, et puis ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes interrogé par la police ou les services douaniers, mais quoi que vous faites, non, mais ça n'ira pas. On vous dit, ou vous avez oublié de mettre la limite, mais c'est pas obligatoire, on vous dit, mais si vraiment le produit n'est pas dangereux, alors pourquoi est-ce que vous mettez une limite à 18 ans? En fait, on devient fou. Donc moi, je conseille de la mettre pour dire, vous voyez, moi, je fais vraiment attention, mais c'est vraiment de l'autorégulation. Est-ce qu'on a une dernière question peut-être de Madame Devant, puis on va finir là-dessus. On vous écoute. Bonjour, merci, hein, c'est très très intéressant. J'avais une question très simple. Je voulais savoir, vous parliez tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'études. Alors ma question très simple est de savoir pourquoi il n'y a pas d'études.
Moi, j'ai payé 1,9 million et 1,6 million. Ça me fait un total de 3,5 millions. Il n'y a pas des études parce que le secteur est jeune et je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui ont ces capacités économiques de les faire. Parce que la molécule a été interdite aussi. Donc, on a une gap de 20, 30, 50 ans d'études qui n'ont pas pu être conduites. De l'autre côté, je répète, ça coûte un bras. Ouais. Alors, si l'économie commence à se mettre en place et que le cadre législatif va se préciser, j'imagine, qu'est-ce qu'on attend pour se réunir et les faire, ces études, en fait? Enfin, trouver une façon de les faire. Les gars, c'est ça que j'ai fait. Hein. J'ai cotisé. Je n'étais pas là au début, alors. Nous, on a cotisé 15 000 balles payées en 3 ans chaque de mes membres. On a collecté 3,5 millions. Et il y a 1 an et demi, on a commencé des études toxicologiques. On a terminé maintenant. On commence à voir les résultats maintenant. Voilà, donc vous aurez des études, normalement. D'accord. Non, non, vous n'aurez rien. Hein. On n'aura rien du tout? Parce que j'ai bloqué, j'ai protégé mes études. Donc pendant 5 ans, vous vous poserez encore la question, est-ce que ça fait du bien, oui ou non, à quel niveau? Et moi, j'ai les réponses. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous avez Selon bloqué les l'article études? 26 et 27 de la réglementation Novel Food, donc 2283-2015, qui fait les études a un choix devant eux. Je les donne ouvertes au public ou je les ferme pendant 5 ans. Vous vous rappelez Nespresso? Pendant 10 ans, il n'y avait que eux qui faisaient les capsules. Ben, Lorenza, pendant 5 ans, il n'y a que moi qui sais à quel niveau. Je dois protéger les gens qui ont payé chez moi. Ces gens m'ont donné beaucoup d'argent, on a travaillé ensemble. Mon consortium est ouvert aujourd'hui. Il a été pendant 3 ans. Plus que ça, les gars, je ne sais pas quoi faire. Maintenant, je dois donner une valeur ajoutée aux compagnies qui ont fait les choses comme il fallait les faire, c'est-à-dire c'est cotiser, commencer les études, vis-à-vis des gens qui ne l'ont pas fait, qui continuent à dire que le CBD fait pousser les ailes. Donc, effectivement, pendant 5 ans, de la date de publication de nos études, on en a fait 2 des études sur 3 produits. On fait du CBD, on fait du THC sur 400 personnes en Portugal et on fait le CBD sur les animaux. Et la somme de ces 2 études nous permettra de dériver les NOEL, Non-Observed Adverse Effect Level, et après calculer la fameuse TDI, Tolerable Daily Intake, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et alors, ce que vous dites, Lorenza, c'est par rapport à la novel food, mais par rapport aux thérapeutiques, en fait, c'était extrêmement encadré. Il faut demander pour faire des études sur un produit qui est classé comme stupéfiant, c'est hyper compliqué. Et jusqu'à maintenant, en réalité, l'argent a été mis dans les opioïdes, les opiacés, je ne sais pas comment on dit, voilà, parce que c'était ça que les labos pharma faisaient. Et finalement, il y a quand même des gens, moi j'en connais, ils sont hyper courageux, ils montent des structures, ils embauchent des pharmaciens, ils se lancent. Et pour obtenir la moindre petite autorisation, ils ont du mal à obtenir des autorisations pour étudier les effets des plantes cannabis sativa. C'est-à-dire même pas voilà, c'est même pas indica, c'est une galère sans nom. Il y a vraiment une espèce, je ne sais pas pourquoi, une espèce de blocage. L'argent, il part ailleurs. Voilà. L'argent, il est mis ailleurs. Mais vraiment, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui se battent. Et en effet, je pense, et ça serait intéressant, alors je sais que Lorenza le fait par rapport à la novel food, et merci, mais quand je vois tout l'argent qui est brassé, j'espère qu'il y a des gens qui vont se dire, cet argent, au lieu de partir à Ibiza tous les week-ends, peut-être, non mais franchement, hein, peut-être que je pourrais aussi aider des gens qui galèrent et financer certaines études pour savoir est-ce qu'il y a des effets thérapeutiques, est-ce qu'à terme, quels médicaments on pourra faire, etc. etc. Parce qu'en France, vous l'avez vu, il y a une expérimentation thérapeutique qu'ils ont encore repoussée. Je veux dire, mais depuis le début, c'est un scandale absolu. Voilà, c'est un scandale absolu. Je ne sais pas si un jour on aura enfin accès à un médicament, on en est loin. Les pathologies visées, il y en a 5, c'est extrêmement restrictif. Mais voilà, en effet, il y a des gens qui essaient de se lancer, il y a des gens courageux. N'hésitez pas à les financer, parce qu'il nous faut des résultats en France quand même un jour. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Juste une précision concernant le cannabis, les tests sur le cannabis thérapeutique. C'est que non seulement les pathologies sont limitées, mais les personnes qui ont accès aux tests qui se passent actuellement à Clermont-Ferrand sont très limitées. Donc j'ai eu des clients à moi, etc., qui n'arrivaient pas, alors qu'ils présentaient une pathologie qui était quasiment similaire, mais il n'y a pas assez de place pour toutes les personnes malades qui pourraient bénéficier de ce système. Oui, c'est sûr que c'est des études très restreintes encore là-dessus. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'espère que ça vous aura servi, en tout cas dans le public. Merci.